Présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Aujourd'hui, en route vers la présidentielle, accueille deux invités qui n'ont rien à voir. Ernest Antoine Sellière, ancien président du MEDEF, qui publie un ouvrage dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis, Philippe Poutou, vous êtes le candidat du NPA à la présidentielle. Bonjour. On a un peu l'impression, pardon de vous provoquer un peu ce matin, en ce lundi matin, que vous avez du mal à exister dans cette campagne. Pourquoi ? Du mal à exister. Si on regarde les sondages, oui, évidemment. Après, nous, on continue d'exister, on se bat pour exister. Et c'est vrai que le fait d'avoir franchi la barre des 500 parrainages, mais pour nous, c'est déjà une première victoire parce que c'était pas du tout programmé. Là, on s'invite au banquet des politiciens. On est un peu, en quelque sorte, dans la cour des grands. Donc voilà, maintenant, on va défendre nos idées. Nos idées, c'est faire entendre la voix anticapitaliste, la voix de la révolte contre ce système-là. Et c'est faire entendre aussi la voix de ceux qui se battent et qui refusent de se résigner. Et pour dire qu'il y a des possibilités de changer tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut faire payer les capitalistes. Et les moyens existent. Mais voilà, il faut répondre à l'urgence sociale. Il suffit juste de transférer les richesses qui ont été volées, qui se sont accumulées du côté des plus riches, vers la population pour pouvoir combattre le chômage, la précarité et pour pouvoir permettre le fait qu'on se soigne, qu'on se loge. Voilà, il y a une urgence sociale et nous on est là pour défendre tout ça. Mais sur ce créneau-là, on a l'impression que vous êtes assez nombreux en fait à l'occuper, que ce soit Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, même Jean-Luc Mélenchon dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment vous différenciez ? Nous on est anticapitalistes. Alors après ça peut apparaître un détail pour certains. Mais enfin nous on dit qu'il faut qu'on s'affronte au capital. Il faut qu'on prenne l'argent directement. Nous on est pour exproprier les banques. C'est une solution radicale, mais ça veut dire qu'il faut nationalise les banques. C'est plus que nationaliser. Il faut que ce soit sous contrôle des salariés de la population parce qu'il faut enlever en fait les moyens de nuire aux capitalistes et aux financiers. On voit ce qu'ils font du système. On voit la crise dans laquelle on s'enfonce. Donc il faut exproprier les banques et puis il faut annuler la dette. Voilà, la dette c'est un mécanisme qui a permis de transférer des richesses de la population vers les plus riches. Donc il faut stopper tout ça et puis après il faut interdire les licenciements, il faut augmenter les revenus pour tous parce qu'on peut pas vivre aujourd'hui avec un SMIC. Nous on pense qu'en dessous de 1 700 € on peut pas vivre. Voilà, ce sont des mesures radicales, des mesures anticapitalistes. Mais la différence par rapport à Mélenchon, ça sera surtout de dire qu'il y a rien à faire avec Hollande parce qu'en fait ça sera une politique libérale, mais c'est de se poser les problèmes que nous les opprimés, on puisse prendre nos affaires en main, qu'on puisse reprendre confiance dans nos propres forces et se battre ensemble. Et c'est pour ça qu'aussi on fait un appel aux militants du Front de gauche pour arriver à organiser dès maintenant la riposte unitaire qui sera nécessaire quel que soit le résultat des élections. Guillaume, rien à faire avec François Hollande, ça veut dire que pour vous, Hollande-Sarkozy, c'est Bourbonnais, bonnet blanc ? On dit pas ça comme ça parce que justement, nous notre priorité c'est dégager Sarkozy et toute sa bande parce qu'on pense qu'il y a un gouvernement, ça fait quand même suffisamment de temps qu'on prend des coups dans la gueule et donc il y a la volonté de se débarrasser de ce gouvernement-là. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que la solution de rechange qui s'appelle Hollande, ça sera une politique libérale. On le voit avec ce qui se passe en Grèce ou en Espagne, avec des politiques d'austérité brutale contre les peuples qui ont été menées par des partis socialistes. Donc la question qui se pose dès maintenant, c'est celle-là, c'est que nous, il faut qu'on se prépare à des batailles sociales dans la rue, et c'est pour ça qu'il y aura besoin d'une politique unitaire, de se regrouper avec les militants de la gauche, avec les militants syndicalistes, associatifs. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut pas nous faire croire qu'une nouvelle gauche plurielle résoudra les problèmes de la population, et c'est ça qu'on voudrait dire clairement dans ce premier tour. Et par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui lui dit clairement que s'il n'est pas qualifié au second tour, il appellera à voter François Hollande. Vous, ce ne sera pas le cas ou c'est ce que vous nous laissez entendre ce matin ? Nous, on veut se débarrasser de Sarkozy. Donc après, on verra bien le deuxième tour. Oui. On verra. Oui, non, mais s'il y a deux candidats. Non, mais là, c'est pas l'heure des consignes de vote. Ouais. Voilà, nous, on a un axe. C'est juste pour comprendre ce qui peut vous distinguer de Jean-Luc Mélenchon, parce que vous parliez de faire entendre la voix anticapitaliste. Ouais. Aujourd'hui, la voix qui résonne le plus fort, c'est quand même clairement celle de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais la différence, il faut aussi savoir l'entendre, c'est que il pense qu'avec le gouvernement, un gouvernement Hollande, c'est possible de faire des choses. Nous, on dit niet. Voilà, ça sera dans la rue que ça se réglera. Et là, c'est pas la révolution dans les urnes, c'est la révolution dans la rue. C'est-à-dire que oui, il faut que les opprimés prennent leurs affaires en main. Et nous, c'est la différence aussi, c'est que je suis pas là pour dire je suis un super-héros, votez pour moi, je vais changer les choses. Nous, on dit il faut que les gens prennent leurs affaires en main. Il faut que la politique soit l'affaire de tous. Il y en a ras-le-bol des politiciens qui soient de gauche ou de droite, qui font des promesses et après ils oublient. Donc c'est ça que la grosse différence, elle est là aussi, c'est que nous, il faut qu'on prenne, qu'on reprenne confiance dans nos propres forces. Et à l'image des salariés d'Arcelor, de Fralib ou des collectifs qui défendent des maternités ou qui essaient d'empêcher les fermetures d'hôpitaux ou de centres IVG, c'est ça. C'est que ça dépendra de nous, cette capacité à nous défendre, à relever la tête. C'est aussi une question de dignité populaire. C'est comment on retrouve confiance dans nos forces. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et il faut qu'on soit représenté par nous-mêmes. Mais comment vous expliquez que plusieurs de vos camarades, y compris des instances du NPA, sont en train de rejoindre aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ? Vous êtes, j'imagine, assez déçu, non ?
Ben déçu, bon, ça fait un moment qu'on est en désaccord et c'est vrai que malheureusement ça va jusqu'au bout. Mais après c'est comme ça, c'est vrai. Au moins nous, il y a des désaccords, ils s'expriment et puis ils ont le droit, ils le font, hein, ils choisissent de voter, d'appeler à voter Mélenchon. Mais après c'est peut-être parce que justement il y a une dynamique du côté de Mélenchon qui est indéniable, ça c'est sûr. Hein, les 14% ou les salles de meeting qui sont archi pleins. Et d'ailleurs de ce côté-là, on est content parce que ça peut créer une dynamique aussi militante. Mais voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas qu'on lâche, il faut qu'on garde le cap. Et ce cap-là, oui, c'est de dénoncer le capitalisme. Mélenchon ne dénonce pas le capitalisme, il dénoncerait plutôt un monde financier qui dériverait. Et nous, on pense qu'il faut s'en prendre de front au capital. Et ça tombe bien, il y a CR derrière qui pourra dire autre chose, l'inverse. Mais nous, il faut qu'ils payent les capitalistes. Alors, Guillaume Tabar, dernière question. Pour comprendre votre projet, concrètement pour vous, la révolution, c'est quoi? Est-ce qu'il y a notamment une part de violence dans la manière dont vous voulez vous emparer du pouvoir et l'économie en France? Mais la violence, c'est intéressant à discuter parce qu'aujourd'hui, je pense que la violence, c'est expulser des gens qui peuvent pas payer leur loyer, c'est expulser les travailleurs sans papier. Votre révolution à vous, c'est le chômage. Oui, non, mais c'est pour dire déjà la violence, parce que la société, elle est profondément violente avec le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme. Déjà, il y a une violence qui s'abat contre le peuple. Et après, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on se batte et on a la légitimité de se défendre. Après, ça peut être ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie, c'est-à-dire des peuples qui interviennent dans la vie politique et qui disent il y en a ras-le-bol. Et c'est pas plus violent que ça finalement. On sait pas trop. Mais c'est vrai que c'est là, il faut qu'on se défende et on n'a pas le choix. Merci beaucoup Philippe Poutou. Dans un instant, nous allons accueillir en effet Ernest Antoine Sellière. Vous en avez parlé il y a un instant. Il va sans aucun doute vous répondre. Ernest Antoine Sellière qui vient de publier un ouvrage « On n'est pas là pour se faire engueuler ». C'est le titre de cet ouvrage, publié chez Alma Éditeur. Ernest Antoine Sellière s'installe et remplace donc sur ce siège Philippe Poutou. Bonjour. Bonjour. Heureux Après une poignée de main, de vous on accueillir. n'a peut-être pas vu mais poignée de main entre Philippe Poutou et Ernest Antoine Sellière. Ah bah écoutez, Absolument. on se serre forcément la main d'un candidat à la présidentielle, ça c'est normal. Comment vous regardez au fond cette campagne présidentielle, Ernest Antoine Sellière? Eh bien, à tour de rôle, je suis un peu déçu, je dirais, par un climat d'invective un peu ras du sol. Et puis à d'autres moments, je crois qu'on commence à sentir l'enjeu. Et l'enjeu, il est absolument capital. Je le résume, si vous permettez. Je l'entends un peu, pas suffisamment. C'est que nous allons devoir passer par un quinquennat assez difficile, dans lequel il faudra en effet faire des efforts de rigueur. C'est indispensable pour que nos créanciers mondiaux gardent confiance en nous. Vous dites rigueur, pas austérité. Non, je pense en effet qu'il faut parler de rigueur. Je pense en effet que la situation, elle reste assez sérieuse, même si nous avons déjà réussi à enrayer un certain nombre de difficultés. Et donc, ce qui est en cause, c'est notre capacité à nous, la France, d'avoir un avenir stratégique. Parce que si nous ne sommes pas capables de faire le pas en avant de la construction européenne, alors je crains fort en effet que la France ne se retrouve seule, pendant que l'Angleterre voguera vers ses horizons mondiaux, et que l'Allemagne pourra, elle, jouer son jeu dans le monde multipolaire. Donc nous avons vraiment une vraie question, serons-nous capables ou pas, au cours de ce quinquennat, avec un homme capable de le faire le pas en avant vers la construction politique de l'Europe. C'est l'enjeu de cette élection, on n'en parle pas suffisamment. Alors, dans votre ouvrage, vous dites qu'il faut sauver le capitalisme. Ça veut dire qu'il est menacé? Non, moi je ne considère pas du tout qu'il soit menacé. Au contraire, je crois que à la suite de cette crise, il s'est affirmé. Il est d'ailleurs mondial, comme vous le savez, sauf à Cuba et en Corée du Nord. Et puis, il est, je dirais, accepté par des milliards d'hommes qui en font le système de base. J'entends M. Poutou, c'est en effet ce qu'on appelle le romantisme utopique. Ça s'entend d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup de réalité. Mais le monde, lui, s'affirme dans un sens tout à fait contraire. Il a choisi le capitalisme comme le système mondial pour fonder son avenir de croissance, d'emploi, de progrès. Guillaume Tabar. Alors, vous parlez de rigueur, tous les candidats, enfin les principaux qu'on a à la présidentielle, ont pour objectif de réduire les déficits et la dette de la France. Quand vous regardez en détail le programme de chacun d'eux, lequel vous paraît le plus réaliste pour parvenir à réduire les déficits? Et le plus courageux. Étant, je dirais, assez libre de propos, car je ne représente plus que moi-même, que l'auteur d'un livre, en effet, que je viens d'écrire, je vous dirais que ce qui se dit actuellement ne correspond pas avec ce que l'on fera. On sera obligé... Pour aucun des candidats? Non, parce qu'en effet, on donne à penser, en effet, que ce sera peut-être en effet difficile, mais on ne décrit pas l'ensemble des sujets qu'il va falloir mettre en œuvre dans les 5 ans qui viennent, de façon à redonner confiance, et à la fois à la France, et dans la France, vue du monde. C'est ce qui est en cause, c'est ce qu'on appelle la réforme. On connaît les thèmes de réforme, ils seront mis en œuvre ou pas. S'ils ne sont pas mis en œuvre, je crains fort, en effet, que nous soyons en grande difficulté stratégique. Et quelle serait la mesure à prendre qu'aucun des candidats ne propose aujourd'hui?
Alors, écoutez, je pense en effet que la mesure à prendre, c'est d'affirmer, comme je dirais, le moteur de notre avenir, que l'entreprise créatrice de richesses et d'emplois doit être la préoccupation centrale. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on entend non plus beaucoup, et je ne suis pas candidat. Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou parlent tous d'aider les PME, banque pour les PME, même des marchés réservés aux PME françaises, etc. Ça va pas dans le bon sens? Si vous voulez, c'est une manière timide de dire les choses, parce qu'on a l'impression en effet que si on parle PME, on est politiquement accepté, que si on parle entreprise, c'est douteux, et si on parle grande entreprise, on perd des voix. Mais en réalité, nous voyons bien que nos voisins, notamment les Allemands, eux ne font pas, je dirais, ces subtilités. Ils font de l'entreprise le moteur du succès de leur société, et ils ont bien raison. Donc vous dites réhabiliter l'entreprise et les chefs d'entreprise. L'État, quand même, est-ce qu'il a un rôle à jouer? Est-ce qu'il doit être régulateur, plus régulateur qu'avant, compte tenu de la crise? Moi, je ne dis pas un instant dans ce livre qu'il y a une opposition entre l'État et les entreprises. C'est encore, je dirais, un vieux concept franco-français. Mais j'ai été président du patronat européen et j'ai vu dans l'Europe entière, ailleurs que chez nous, il faut le dire, une véritable partenariat entre la puissance publique et les entreprises qui, ensemble, essaye de créer les conditions de l'emploi et de la croissance, qui est évidemment l'objectif de la solidarité. Puisque finalement, en effet, dans la société européenne, il faut bien comprendre que si on aspire à de la création de richesses, c'est en vue de la solidarité. Nous sommes la société la plus solidaire du monde et fiers de l'être. Donc je pense en effet que nous avons, nous, un apprentissage supplémentaire à faire, et il n'est évidemment pas immédiat, pour bien considérer qu'il n'y a pas d'opposition entre un État qui doit réguler, je dirais, dans les mêmes dispositifs que le monde entier. La gauche est spécialiste de l'invention dans les campagnes électorales de choses totalement originales qui n'existent nulle part ailleurs, qu'il s'agisse des nationalisations complètes en 81. Là, il n'y en a plus question. On n'en parle plus. Non, on n'en parle plus, mais des 35 heures en 96, et aujourd'hui les 75% ou que sais-je, qui sont, je dirais, des initiatives, des faites pour stupéfier et donner le sentiment que la France va apprendre au monde comment faire. C'est une illusion, évidemment, de certains. Mais vous attendez tout de même, quels que soient les programmes, à de toute façon une augmentation des impôts, à la fois pour les entreprises et les ménages, ou ce serait une mauvaise idée, de votre point de vue? Je constate, si vous voulez, que Cameron, en Grande-Bretagne, fait le contraire. Je vois que Monti, en Italie, lui également, est sur une orientation, je dirais, de libéralisation de la société. Moi, je pense, en effet, que pour vaincre la crise, il faut donner envie aux gens de prendre des risques, aux gens de faire, aux gens d'investir, et que ceci ne passe pas, en effet, par la sanction permanente contre ceux qui pourraient avoir la faiblesse de chercher à gagner un peu plus d'argent. Guillaume, il y a quand même, malgré tout, en gros, 100 milliards d'euros à trouver d'ici 2017 pour revenir à l'équilibre des finances publiques. On les trouve comment, alors? Écoutez, on les trouve, disons, si c'est vraiment ce chiffre-là, moitié sur des prélèvements supplémentaires qu'il faudra faire et bien faire, et moitié sur des économies qu'il faudra faire ou bien faire. Pour l'instant, on ne parle en gros que de prélèvements. Je n'entends pratiquement pas parler, en effet, de réduction de la dépense publique. Ce serait faudra, où, bien les entendu, économies inverser ce discours. Ce serait où, les économies? Non, écoutez, je ne suis pas en campagne, c'est pas mon rôle. Alors, pourquoi vous avez intitulé en fait votre ouvrage « On n'est pas là pour se faire engueuler ». Vous estimez que, grosso modo, les chefs d'entreprise se font engueuler aujourd'hui? De manière générale, si vous voulez, je trouve que tous ceux qui ont des responsabilités dans notre société sont pris à partie à un moment ou à un autre pour les exercer. Moi, je félicite la classe politique de savoir les prendre et je félicite bien entendu les responsables économiques de les prendre. Donc, je ne suis pas pour qu'on engueule systématiquement ceux qui sont responsables de quelque chose. C'est un peu une tendance dans notre pays. Par ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai été, en tant que président du MEDEF ou autre, sérieusement pris à partie, caricaturé, et donc il y a un peu, en effet, un cri personnel de dire, si vous voulez bien lire ce livre, vous saurez qui je suis, et non pas qui on décrit. Quel est le candidat, quand même, que vous soutenez? Vous n'allez pas nous dire pour qui vous allez voter, mais enfin... Écoutez, très volontiers, moi je vote Sarkozy sans la moindre hésitation. Je pense que sous la Ve République, après le général de Gaulle, c'est le président de la République qui est rentré véritablement dans le désir d'action pour réformer notre pays et l'adapter au monde qui vient, monde que je crois d'être d'ailleurs au XXIe siècle, un monde passionnant, un monde où la mondialisation s'organisera, un monde où le capitalisme régnera pour faire de la croissance et de l'emploi, et un monde où l'écologie sera un moteur fantastique de révolution industrielle. Donc pour être dans ce monde qui vient, je dois dire que je pense que Sarkozy est plus capable qu'un autre de faire en sorte que les Français y soient, en soi, et ils ont envie d'en être, et je crois qu'il faut quelqu'un, une personnalité forte, avec la capacité d'agir, qui prenne la France en main pour sa réussite. Merci beaucoup Ernest Antoine Sellière, qui publie un ouvrage « On n'est pas là pour se faire engueuler »
chez Alma Éditeur. Très bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.